Je suis donc Aurélie, je suis Chief Marketing et Product Officer chez QuickSign. Et effectivement, cet après-midi, on va parler d'intelligence artificielle et de deep learning. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que le deep learning? Le deep learning, c'est faire apprendre à un robot, à une machine, à réfléchir, à raisonner comme un être humain. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Si je veux faire apprendre à un robot à identifier un chat, je vais lui présenter des milliers d'images de chats pour qu'il puisse comprendre ce qu'est un chat, quelles sont ses caractéristiques. Et puis aussi, je vais lui apprendre à reconnaître ce qui n'est pas un chat. Et donc, je vais lui présenter des images de chiens, de crocodiles, de girafes, pour qu'en négatif, il puisse comprendre ce qui n'a pas les caractéristiques du chat. Et ce processus, en fait, il est extrêmement proche de la façon dont un être humain apprend. J'ai une fille, elle a 2 ans, et elle apprend exactement comme ce que je viens de vous décrire, comme un algorithme. On lui montre des tas d'images de chats sur ses livres pour enfants, et au bout d'un certain temps, elle arrive à reconnaître un chat. Et puis elle va voir aussi des tas de chiens, et elle va apprendre petit à petit à reconnaître un chien. Bon, actuellement, c'est pas encore tout à fait le cas, parce qu'elle appelle les chiens des chats, donc on voit que l'algorithme n'est pas encore arrivé à une maturité adulte. Mais ça va venir. Donc c'est ça le deep learning, et c'est extrêmement puissant. Alors moi je travaille chez QuickSign et on le met au service des banques, des assurances, du crédit conso, donc des services financiers. Et concrètement, on le met en œuvre pour la partie de l'onboarding. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous évite ça. On vous évite les grosses galères quand il s'agit d'ouvrir un compte en banque ou de souscrire à une assurance. Avant, qu'est-ce que vous faisiez quand vous vouliez ouvrir un compte en banque? Vous alliez prendre rendez-vous dans votre agence bancaire avec votre conseiller, qui vous demandait de remplir un formulaire avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, qui vous demandait votre carte d'identité, comparer les informations de votre carte d'identité avec le formulaire, puis il allait faire une photocopie de la carte d'identité qu'il vous rendait, il joignait la photocopie à votre dossier, puis vous demandait un justificatif de domicile, qui pouvait être périmé, donc il vous demandait de revenir le lendemain avec un justificatif à la bonne date. Bref, c'était la galère. Et nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir tout faire en ligne, en quelques clics. Vous donnez vos informations, vous uploadez les pièces justificatives qui sont demandées et vous signez électroniquement votre contrat. Pour la banque, c'est exactement la même chose. Avant, c'était galère. Il fallait prendre tous les dossiers papier, les regarder un à un à la main. Maintenant, on propose des produits qui permettent aux banques de lire automatiquement les pièces justificatives, votre carte d'identité, votre justificatif de domicile, d'en extraire les informations qui sont pertinentes, de les comparer avec ce qui a été saisi dans le formulaire par le client final et d'avoir toutes ces informations rassemblées au même endroit pour prendre une décision, est-ce que je valide ou non le dossier pour souscrire à un compte ou à une assurance. Tout ça, on le fait grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais vous donner 2 exemples très concrets de ce qui peut être fait grâce au deep learning. Le premier, c'est la gestion de la fraude. Pour nous, c'est un enjeu extrêmement important. Dans la banque, dans l'assurance, dans le crédit, détecter les fraudes à l'onboarding, c'est éviter des pertes d'argent considérables pour les entreprises. Aujourd'hui, la fraude, elle est détectée manuellement, souvent en réactif, donc quand la banque a déjà perdu de l'argent. Et puis les fraudeurs, ils sont malins et ils changent tout le temps de façon de procéder. Donc c'est extrêmement compliqué d'arriver à avoir des règles qui sont durables et qui permettent de détecter les fraudes sur un temps long. La réponse à ça, c'est évidemment de ne pas faire des lignes de code où on va rentrer à la main tous les cas de fraude possibles. C'est infini et en plus ça ne dure pas parce que les fraudeurs trouveront un autre moyen de frauder. Et donc c'est plutôt de s'appuyer sur de l'intelligence artificielle, sur du deep learning, pour aller détecter dans la masse de data qu'on a des comportements suspects qui sortent véritablement de la norme, des patterns qu'on a d'habitude. Et donc c'est un moyen qui est prédictif et qui est beaucoup plus adaptable aux différents cas de fraude. Deuxième exemple, c'est sur la lecture de documents. On travaille avec des assureurs et l'un des enjeux pour les assureurs, c'est d'arriver à lire automatiquement les relevés d'informations. Le relevé d'informations, c'est un document que vous demandez quand vous changez d'assurance et qui récapitule depuis quand vous êtes assuré, si vous avez eu des sinistres, quel est votre bonus, votre malus.
Et la particularité de ce document, c'est qu'il n'est absolument pas normé. Donc tous les assureurs ont leur propre template, ils le changent régulièrement, les infos sont jamais présentées de la même façon, jamais les formulations sont différentes, et en plus, à cela s'ajoute la diversité des formats qui sont transmis par les consommateurs. Ça peut être une photo toute floue et de travers, ça peut être un scan, ça peut être un screenshot de mobile. Et donc face à cette variété de formats, là aussi la réponse pour arriver à lire automatiquement les informations qui intéressent les assureurs, ça va être de développer des algorithmes qui savent travailler indépendamment du format du document et qui arrivent à trouver des informations qui sont intéressantes. Cette façon de travailler, cette façon de créer des produits en se basant sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment, vraiment nouveau. C'est une révolution dans la façon dont on conçoit les produits, mais aussi dans la façon dont on s'organise. Si je prends un peu de recul par rapport à l'histoire de la data, on a un premier niveau, le niveau 0 de l'utilisation de la data dans l'entreprise, que la plupart des entreprises ont dépassé aujourd'hui, qui est, en fait, je n'utilise pas la data. J'ai de la data, mais je ne m'en sers pas. Le niveau juste au-dessus, c'est d'utiliser la data de façon réactive. L'exemple typique, c'est le reporting. Je suis mes ventes toutes les semaines. À un moment donné, je vois un décrochage dans les ventes. Je prends des actions correctives et je vois dans les semaines qui suivent quel est l'impact de mes actions et si la tendance des ventes se redresse. C'est une façon réactive de traiter la data, mais cela dit, ça permet déjà de prendre des actions business qui sont pertinentes. Le niveau encore un peu au-dessus, c'est d'utiliser évidemment la data de manière proactive et d'utiliser toutes les datas, le big data, pour identifier des poches de monétisation, des opportunités qui ne sont pas encore saisies dans l'entreprise. Et enfin, on a le niveau d'utilisation de l'intelligence artificielle, du deep learning, pour créer des produits directement à partir de la data et non plus à partir de listes de fonctionnalités, par exemple, comme on le fait dans un cas classique. Donc c'est vraiment une façon très différente de travailler qui va nécessiter de mettre en place des processus nouveaux et qui va rassembler des compétences qui, elles aussi, jusqu'à présent, ne travaillaient pas nécessairement ensemble, des data scientists, des chercheurs, des gens du produit, des développeurs, des DevOps. Et c'est l'ensemble de ces personnes qui vont justement travailler sur ces produits. Comme tout sujet un peu nouveau, un peu exploratoire, il y a des écueils à éviter. Chez QuickSign, on s'est pris les pieds dans le tapis un nombre incalculable de fois. Et justement, ce que j'aimerais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est quelques best practices qu'on a pu identifier au fur et à mesure en avançant et qui nous paraissent des points importants quand on veut créer des produits basés sur l'intelligence artificielle. La première chose, alors c'est vraiment le conseil de grand-mère, c'est si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous n'allez pas le trouver. Parce que ce n'est pas parce qu'on a toute la data de l'entreprise à disposition qu'on va arriver à créer un produit pertinent. Ce qui est important, c'est toujours de s'interroger sur le besoin client, de savoir à quel problème on veut adresser, de savoir quel est ce que doit faire le produit, ce qu'il ne doit pas faire, et quels sont les KPI que l'on veut suivre pour en mesurer l'échec ou le succès. Et à partir de là, évidemment, on peut lancer les data scientists, les équipes de recherche sur la data pour trouver les meilleures façons de répondre à cette problématique. La deuxième chose, c'est que le mode agile, évidemment, continue d'être extrêmement pertinent et peut-être encore plus qu'avant pour des produits basés sur l'intelligence artificielle. On part du besoin client, évidemment, et ensuite on rentre dans un mode lab, où on va récolter de la donnée et la noter pour pouvoir répondre au besoin qui a été exprimé. Alors c'est extrêmement important cette période d'annotation et elle souligne encore plus la nécessité de bien avoir défini le besoin client, parce que si on n'a pas bien défini ce que voulait le client final, alors on peut louper des informations à annoter et donc ensuite mal entraîner les algorithmes. Une fois que cette étape est faite, on passe évidemment dans la période d'apprentissage des algorithmes, dont on va mesurer la performance, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis on va rentrer dans une phase de mise en production de l'algorithme, et cette première version de l'algorithme, évidemment, elle n'est pas la version définitive. Et là, on rentre dans un cycle d'itération où les données de la production vont permettre d'enrichir l'algorithme et de lui permettre de s'améliorer. Par exemple, si je reviens à mon exemple des relevés d'informations de tout à l'heure,
On s'est rendu compte l'année dernière que le premier algorithme qu'on a mis sur le marché était performant, mais que le format screenshot mobile, les gens qui transmettent juste une photo de leur relevé d'informations par capture d'écran du mobile, n'était pas lu du tout par nos algos. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté spécifiquement des datas de ce type-là, on l'a réinjecté dans un mode lab pour faire réapprendre les algorithmes et mettre sur le marché une deuxième version plus perfectionnée de l'algorithme qui réponde aussi à ce format-là. Je vais faire un zoom sur la partie mise en production, qui est une étape clé pour les produits qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour un produit classique, c'est assez facile de se dire « Ok, je peux aller en prod ». On a défini un MVP avec un certain nombre de fonctionnalités que l'on teste. Si toutes les fonctionnalités sont là et qu'elles passent la phase de test, on peut aller sur le marché. L'algorithme, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il va falloir donner un critère d'acceptance pour savoir si l'algorithme est suffisamment performant pour aller en production. Et là, également, il faut que toutes les équipes, notamment les équipes de data science, aient en tête, dès le début, en amont de la mise en production, les contraintes de la prod. Ce qui se passe, c'est que le mode recherche n'a habituellement pas les contraintes d'une mise en production. Or là, c'est ce qui va devenir clé, c'est d'avoir toutes ces problématiques en tête pour arriver à avoir un produit qui puisse être rentable et qui puisse être performant. Je vais vous donner 2 exemples. Si on développe les algorithmes sans se préoccuper, par exemple, de l'hébergement, on peut avoir des algorithmes très lourds qui coûtent très très cher à héberger, notamment sur le cloud, et qui du coup ne soient pas du tout rentables une fois qu'on souhaite les mettre en production. Autre exemple, si je n'ai pas en tête directement au moment de la conception de l'algorithme comment le client veut se servir de l'algorithme, en synchrone ou en asynchrone, là aussi on peut avoir des déceptions si l'algorithme met trop de temps à répondre si c'était pour un usage live. Donc toutes ces questions qui sont vraiment des questions de prod, comment j'héberge, comment je package l'algorithme, quels sont les temps de réponse demandés, il faut se les poser en amont. Et la façon dont on y a répondu chez QuickSign, je sais qu'il y a plusieurs autres entreprises qui ont répondu de la même manière, Airbnb par exemple, c'est d'avoir des feature teams pour rassembler dans une même équipe toutes les compétences, produits, data science, DevOps, Dev, et d'avoir tout le monde dans une seule équipe pour partager les contraintes, les problématiques de chacun bien en amont et trouver un compromis entre toutes les contraintes pour arriver à une mise en production qui soit suffisamment rapide, suffisamment agile pour être pertinente. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la mesure de la performance de l'algorithme est évidemment extrêmement importante car c'est le cœur du produit que d'avoir un algorithme performant qui sache bien lire ou qui sache répondre de façon correcte et dans un temps raisonnable. Cette mesure de la performance, elle se fait évidemment en amont de la mise en production, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais également après la mise en production pour améliorer en permanence l'algorithme, mais aussi s'assurer que cet algorithme soit conforme aux attentes et ne s'écarte pas de la réalité. Ça peut passer par exemple par des méthodes d'échantillonnage pour vérifier que, par exemple, quand on demande à l'algorithme de lire des documents automatiquement, un humain aurait bien fait la même réponse et qu'il n'y a pas d'écart qui se crée entre la réponse de l'algorithme et la réponse d'un humain. Et s'il y a un écart, repartir dans un cycle d'apprentissage pour réduire cet écart-là. La question que ça soulève, c'est de façon un peu plus large la question de la boîte noire, qui est pour l'intelligence artificielle une question qui est souvent posée, qui n'a pas forcément de réponse unique. En tout cas, la question c'est est-ce que je peux vraiment faire confiance à l'algorithme, sachant que dans un certain nombre de cas, cet algorithme va faire des choses qu'un humain ne pourrait pas faire. Donc comment est-ce que j'arrive à contrôler ce qui se passe ? Ce que je pense, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, il ne faut pas y faire confiance de manière aveugle. Ce serait vraiment une erreur et on pourrait arriver à des cas où cette intelligence artificielle aboutit à des aberrations par rapport à la réalité.
Et dans ce cadre-là, l'intelligence naturelle, l'intelligence humaine de chacun des collaborateurs, de chacun des personnes du produit, des développeurs, va être encore plus mobilisée qu'avant pour challenger l'algorithme, pour essayer au maximum de comprendre ce qui se passe, pour le confronter à la réalité. Il n'y a pas de réponse unique pour faire tout cela. En revanche, il y a plusieurs moyens. On peut faire de l'échantillonnage toutes les fois que c'est possible, toutes les fois qu'on a les moyens de vérifier ce que fait l'algorithme par rapport à ce que fait un être humain. Ça passe aussi par le mix de différentes approches. On a les approches qui consistent à s'appuyer sur des réseaux de neurones qui, là, qui échappent complètement à ce que fait un humain. Mais on a aussi des approches qui ressemblent plus à la transcription automatique de règles de cheminement qu'aurait fait un cerveau humain. Et donc en mixant les approches, on a aussi une diversité qui permet de contrôler ce qui se passe, de mieux comprendre certaines parties de l'algorithme. Et c'est cet ensemble de contrôle, cette prudence globale qui doit permettre à chaque humain de contrôler, de monitorer ce que fait l'algorithme pour pas qu'il s'écarte complètement de la réalité. J'ai beaucoup parlé d'assurance, de banque, de crédit conso jusqu'à présent. Bon, en fait, ça s'applique évidemment, vous vous en doutez, à tous les domaines. Un algorithme peut apprendre à faire des livres pour enfants tout seul, en ayant compris quels sont les patterns. Il peut apprendre à faire une musique, comme une musique à la Mozart, composer une mélodie que Mozart n'a jamais écrite, mais que Mozart aurait pu écrire, tout simplement parce que l'algorithme a suffisamment écouté de musique de Mozart pour reproduire une musique du type Mozart. Évidemment, dans le domaine scientifique, il y a déjà des applications nombreuses. Et donc on sent qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qu'il y a un univers des possibles très important qui s'ouvre à nous. Et moi, c'est ce que je trouve vraiment passionnant dans cette façon nouvelle de créer des produits, c'est qu'on a accès à des choses que jusqu'à présent, auxquelles on n'avait pas accès.